On entame ici la correction pour les PC des examens proposés lors des sessions 2020 et 2021. Et on commence par la correction de la session de rattrapage 2020. Voilà donc le sujet. Le cancer du poumon est une maladie de plus en plus courante. Elle est due à l'apparition des cellules cancéreuses qui finissent par la formation d'une tumeur pulmonaire. La prolifération des cellules pulmonaires est contrôlée par le gène EGFR, localisé au niveau du chromosome 7 chez l'homme. Remarquez ici, on vous donne déjà le chromosome 7, c'est-à-dire un chromosome autosomal. Donc le gène responsable de cette maladie est porté par un chromosome autosomal. Pour comprendre l'origine de cette maladie, on propose les données suivantes. Le document 1 présente les résultats de mesure de la vitesse de duplication de l'ADN des cellules normales et des cellules cancéreuses, figure A, et de dénombrement des cellules normales et des cellules cancéreuses après leur culture dans les mêmes conditions. Vous avez ici le document figure A et la figure B. Là, on a la quantité d'ADN synthétisé et là, bien sûr, on a le nombre de cellules par boîte en millions. Alors, qu'est-ce que nous demande? En exploitant le document 1, proposer une hypothèse pour expliquer l'apparition du cancer du poumon chez l'homme. Or, on sait que le cancer est dû à une prolifération cellulaire, c'est-à-dire des divisions cellulaires qui sont anarchiques et ne sont pas contrôlées. C'est ce qu'on constate ici. Pour la quantité d'ADN synthétisé, on constate que, en fonction du temps, la quantité d'ADN synthétisé dans les cellules cancéreuses est très grande et se fait bien sûr de façon qui est progressive par rapport à celle de la cellule normale. De même, leur nombre, il augmente de façon progressive, alors que chez la cellule normale, il y a bien sûr une progression qui est normale et bien sûr qui est contrôlée. Donc, ce qu'on peut proposer comme hypothèse, c'est que cette multiplication anarchique des cellules cancéreuses est due à une modification au niveau du gène. C'est-à-dire qu'il y a une origine génétique responsable de l'apparition de ces cellules cancéreuses. Donc, on peut supposer qu'il y a une mutation, c'est-à-dire responsable du changement au niveau du gène. Donc, ce qu'on peut écrire, par rapport aux tissus sains, on constate au niveau des tissus cancéreux une élévation rapide de la quantité d'ADN synthétisé, donc de la vitesse de la duplication de l'ADN, et une augmentation rapide du nombre des cellules, ce qui indique une multiplication cellulaire ou multiplication rapide et aléatoire des cellules cancéreuses. Donc de là, on peut poser l'hypothèse. Comme hypothèse, on peut supposer que l'apparition de la tumeur, c'est-à-dire le cancer, est due à une mutation qui provoque la prolifération aléatoire des cellules. Le document 2 présente un fragment du brin transcrit du gène EGFR chez une personne saine et une personne atteinte du cancer du poumon. Le document 3, bien sûr, présente un extrait du tableau de code génétique. En vous aidant des documents 2 et 3, donnez la séquence de l'ARN M et la séquence des acides aminés correspondantes au fragment du brin ou du brin transcrit du gène EGFR chez la personne saine et la personne malade. Et vérifiez l'hypothèse proposée dans votre réponse à la question 1 en déterminant l'origine génétique de cette maladie. Donc, comme d'habitude, on n'a qu'à copier bien sûr le brin transcrit et par complémentarité, on va chercher la succession des nucléotides au niveau de l'ARN M pour déterminer les codons. Et grâce à ces codons, et bien sûr grâce à ce tableau, on peut bien sûr écrire la succession ou la séquence des acides aminés pour chaque allèle. Donc le brin d'ADN transcrit, le voilà. La séquence d'ARN M, la voilà, par complémentarité. Et bien sûr, on va déterminer la séquence d'acides aminés, que voilà. La glycine, la glutamine, l'arginine. Et là, pour l'individu malade, c'est-à-dire l'allèle anormal, le voilà pour le brin transcrit. Là, l'ARN M. Et là, bien sûr, la succession des acides aminés. On a la glycine, glutamine, alanine, isoleucine, valine, proline.
en comparant le brin transcrit normal et le brin transcrit anormal, ainsi que la succession des acides aminés. Or, on constate que pour la succession des nucléotides, au niveau du brin transcrit, on a le triplet CCC, le voilà, puis GTC, le voilà, puis on a GCT, mais on a CGC. Donc, ce C, bien sûr, il a été additionné. Donc, à la fin du nucléotide, au fin du triplet numéro 2, il y a ajout ou addition d'un nucléotide C. Ce nucléotide C va bien sûr, cette addition du nucléotide C va bien sûr décaler tous les nucléotides vers la droite, ce qui va donner naissance à l'apparition d'un nouveau codon, c'est-à-dire alaline, qui code pour l'alaline, puis AUA qui code pour l'isoleucine, et GUU qui code pour la valine, CCU qui code pour la proline. Mais il y a ici apparition de UAA, c'est-à-dire un triplet ou un codon non-stop, c'est-à-dire un codon stop qui va bien sûr arrêter la traduction à ce niveau-là. Donc si on compare les protéines obtenues, on constate que la protéine anormale est présente trois acides aminés supplémentaires. Ceci, bien sûr, va entraîner la modification ou rendre cette protéine anormale, ce qui cause, bien sûr, l'apparition du cancer. Donc, l'apparition du cancer est due à un changement au niveau de l'ADN, c'est-à-dire il y a une mutation. Donc, l'origine génétique de la maladie est une mutation au niveau de l'ADN, donc ce qui confirme l'hypothèse proposée tout à l'heure. Donc, en comparant les résultats obtenus, on constate une mutation par addition du nucléotide C entre les triplets 2 et 3, à la fin du triplet 2 et au début du triplet 3, du brin transcrit du gène EGFR, ce qui entraîne un décalage vers la droite, des nucléotides dont résulte un changement des codons au niveau de l'ARN M à partir du triplet 3. Avec apparition des codons non-sens, c'est-à-dire un codon stop, à la position 7 au lieu de la position 4 pour l'allèle normal. De cette mutation résulte un prolongement de la traduction et synthèse d'une séquence d'acides aminés plus longue et modifiée, protéines non fonctionnelles, ce qui explique bien sûr la prolifération aléatoire des cellules du poumon et apparition du cancer du poumon. Ainsi, notre hypothèse est vérifiée. Donc, l'origine de cette maladie est une origine génétique, due à une mutation par addition de nucléotides. Exercice numéro 2. Pour comprendre le mode de transmission de deux caractères héréditaires, couleur et la forme de la corolle, chez la plante du muflier, on propose l'exploitation des résultats des deux croisements suivants. Le premier croisement entre deux lignées pures de muflier, l'une à corolle blanche et personnée, et l'autre à corolle rouge asymétrée axiale. La première génération F1 obtenue est composée d'individus à corolle rose et personnée. Deuxième croisement entre individus de la F1, ce croisement a donné une génération F2 composée de. Et voilà les données qu'on a ici. En vous basant sur les résultats des deux croisements, déterminez le mode de transmission des deux caractères héréditaires étudiés. Donc, pour déterminer le mode de transmission, on doit chercher bien sûr, dans le cas de dihybridisme, s'il y a codominance ou dominance ou récessivité, et les gènes étudiés sont portés par un autosome ou par un chromosome sexuel, et s'ils sont liés ou indépendants. Donc, pour le premier croisement, qu'est-ce qu'on constate? On obtient une génération F1 qui est composée de fleurs à corolle rose et personnées. Donc, génération qui est homogène, ce qui permet de dire que la loi ou la première loi de Mendel est vérifiée, ainsi que les parents sont de race pure et que les individus de F1 sont de race hétérozygote. En plus, les individus de F1, elles présentent les caractères parentaux et un caractère intermédiaire. On a ici le rose qui est intermédiaire entre blanche et rouge, alors que personné, elle apparaît au lieu de
axiale. Donc, ce qui permet de dire que pour le premier gène concernant la couleur, on peut dire qu'il y a une codominance, et on note grand R et grand B, alors que pour la forme personnée est dominant, on note grand P, alors que l'allèle contrôlant la symétrie axiale et les récessifs, on le note petit p. Donc, d'après les données de l'exercice, on constate que le premier croisement, les individus de la génération F1 sont homogènes, donc la première loi de Mendel est vérifiée, ainsi que l'hérédité n'est pas liée au sexe. Les individus de F1 ont un phénotype parental personné pour le caractère de la forme de corolle et un phénotype intermédiaire rose pour le caractère de la couleur de la fleur rose, ce qui indique qu'il y a dominance de l'allèle responsable de la forme personnée, on le note grand A, par rapport à l'allèle récessif responsable de la forme à symétrie axiale, on le note petit a. Alors qu'il y a codominance entre l'allèle responsable de la couleur rouge de la corolle, on le note grand R, et l'allèle responsable de la couleur blanche, on le note grand B. Pour le deuxième croisement, on obtient ici la génération F2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 phénotypes, au lieu de 4 qu'on obtient généralement. Donc ici, on obtient 6 phénotypes, parce que ici, on a l'apparition de fleurs qui sont roses. Donc, si on calcule le pourcentage de ces fleurs, on va voir les proportions de chaque phénotype. Et ceci, bien sûr, nous permettra de dire si les gènes sont liés ou indépendants. Donc, si on obtient une proportion 3, 6, 3, 1, 2, 1, on peut dire que les gènes étudiés sont indépendants, c'est-à-dire sont portés par deux chromosomes autosomaux différents. Donc voilà, le deuxième croisement, la génération F2 obtenue est composée de 6 phénotypes. Voilà, on calcule leur pourcentage. Donc 40,17%, c'est-à-dire 6 16e, 3 16e, 3 16e, 2 16e, 1 16e, 1 16e. Dans le cas d'hybridisme, et en présence de dominance pour un gène et codominance pour un autre, si le croisement entre des hybrides F1 fois F1 donne 6 phénotypes différents de proportion 3, 6, 3, 1, 2, 1, on peut dire que les deux gènes étudiés sont indépendants. Donc, dans ce cas-là, on a deux gènes qui sont indépendants. Donnez l'interprétation chromosomique du deuxième croisement en établissant l'échiquier de croisement. Donc, pour obtenir ces valeurs ou ces phénotypes, on va bien sûr réaliser l'interprétation chromosomique en se basant sur les données précédentes. Donc les parents F1 fois F1 qui sont homozygotes rose axial, leur génotype, bien sûr, puisqu'ils sont hétérozygotes, donc on va avoir ici grand R, grand B, grand A, petit a et de même. Ils vont donner bien sûr 4 types de gamètes, R, A, R, petit a, grand B, grand A, grand B, petit a, mais de même proportion puisque on indique que les gènes sont indépendants. Et ainsi, on peut réaliser l'échiquier que voilà. Et vous remarquez qu'on obtient vraiment 3 verts, 3 bleus ou bleu clair, 6 orange, 2 qui sont bien sûr violets, et un qui est bleu et un qui est jaune. Donc on a 3, 6, 3, 1, 2, 1. Donc ces valeurs correspondent bien sûr aux données expérimentaux. Donc on obtient 6, 3, 6, bon 6, 3, 3, 2, 1, 1, c'est-à-dire 3, 6, 3, 1, 2, 1. Ces résultats théoriques sont conformes aux résultats expérimentaux, ce qui confirme que les gènes étudiés sont indépendants. Un agriculteur souhaite obtenir la plus grande proportion possible de plantes de muflier à corolle rose à symétrie axiale, mais il hésite entre les deux croisements suivants. Croisement A entre des plantes à corolle rose à symétrie axiale, croisement B entre des plantes à corolle blanche à symétrie axiale et des plantes à corolle rouge à symétrie axiale.
Donc, déterminer parmi les croisements A et B le croisement qui permet à cet agriculteur d'obtenir la plus grande proportion possible de plantes demi-fliées à corolle rose à symétrie axiale et justifiez votre réponse. Donc, remarquez ici pour A, entre des plantes à couleur rose et symétrie axiale. On sait que rose est le phénotype intermédiaire, mais elle est hétérozygote. Donc, elle va donner seulement la moitié des gamètes. Donc, on va obtenir seulement la moitié de la population qui est rose axiale. Par contre, ici, on a le blanc avec le rouge. Donc, on va donner tout, la génération, elle est rose. Et axial va donner toute la génération qui est rose. Donc, le croisement qui est le plus favorable pour donner le plus ou le plus grand nombre de plantes à corolle rose et axiale, c'est bien sûr B. Le croisement qui permet d'obtenir le plus ou la plus grande proportion possible des plantes demi-fliées à couleur rose à symétrie axiale est le croisement B. Entre les plantes à corolle blanche à symétrie axiale et des plantes à corolle rouge à symétrie axiale. Pour justification, remarquez ici l'interprétation chromosomique. Donc pour le B, on a P1, P2, BA, c'est-à-dire blanc axial, rouge axial. Leurs génotypes sont, mais qui bien sûr, ils sont purs. Ils vont donner des gamètes 100% BA ou 100% RA, ce qui va donner, bien sûr, 100% BRA, c'est-à-dire rose axial. Par contre, ici, le P1 et P2, les deux sont rose axial. Bien sûr, ils vont donner la moitié des gamètes, BA, RA, et lorsqu'on fait le tableau, c'est-à-dire l'échiquier, on va obtenir seulement 50% des roses axiales. Donc, pour cela, le croisement entre le phénotype BA et le phénotype RA donnera 100% des plantes de phénotype RBA, ce que veut cet horticulteur. Maintenant, on va passer à la correction de la session de rattrapage 2021 PC. Donc, bien sûr, vous voyez qu'ils vont donner ici les deux exercices, l'un concernant l'information génétique et son expression, et l'un concernant la transmission des caractères au cours de la reproduction sexuée. Donc, on va corriger les deux exercices à la fois. Les personnes atteintes de la maladie de Wilson souffrent d'une fatigue, d'un amaigrissement, de troubles digestifs, des jaunissements et de troubles hépatiques liés à la régulation du stock de cuivre dans l'organisme. Cette régulation fait intervenir une protéine dite ATP7B. Pour mettre en évidence l'origine génétique de cette maladie, on propose les données suivantes. Le document 1 montre le trajet du cuivre en excès dans l'organisme chez une personne saine, figure A, et une personne atteinte de la maladie de Wilson, figure B. En vous basant sur le document 1, comparez le trajet du cuivre de la cellule hépatique normale et dans la cellule hépatique d'une personne atteinte de la maladie de Wilson et déduisez la cause de la maladie de Wilson. On vous demande de comparer le trajet. Donc vous n'avez qu'à suivre les flèches. Et on sait ici que la maladie est due à un trouble hépatique, c'est-à-dire au niveau du foie, lié à la régulation du stock de cuivre dans l'organisme. Alors, constate ici. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Le cuivre alimentaire porté par le sang va passer bien sûr dans les cellules et dans la cellule hépatique, il va y avoir bien sûr fixation du cuivre alimentaire par la protéine ATP7B. Cette dernière va permettre l'élimination du cuivre en excès vers la bile qui va bien sûr le jeter dehors du corps. Par contre, chez le sujet malade, le cuivre alimentaire porté par le sang vers les cellules hépatiques n'est pas fixé sur l'ATP7B, ce qui va bien sûr laisser ce cuivre dans la cellule. Il va y avoir accumulation du cuivre dans cette cellule, ce qui va bien sûr entraîner ces modifications ou ces symptômes de cette maladie. Donc on peut déduire que cette maladie est due à la non-fixation du cuivre par l'ATP, cette enzyme
cette protéine, c'est-à-dire l'ATP7B. Donc, elle est due, bien sûr, à la modification de cette protéine. Donc, on peut dire qu'il y a une origine génétique responsable de cette maladie. Donc, par comparaison des trajets du cuivre dans les deux cellules, on peut dire que dans la cellule hépatique, qu'on appelle aussi l'hépatocyte, d'une personne saine, le cuivre provenant du sang est lié ou se fixe à la protéine ATP7B, ce qui permet son élimination dans la bile. Dans l'hépatocyte d'une personne atteinte de la maladie de Wilson, le cuivre ne se fixe pas sur la protéine ATP7B, ce qui empêche son élimination par la bile, d'où l'accumulation du cuivre dans les cellules hépatiques et bien sûr l'apparition des symptômes de la maladie. Comme déduction de cette comparaison, on peut déduire que la maladie de Wilson est due au dysfonctionnement de la protéine ATP7B, ce qui empêche l'élimination du cuivre par la bile et aboutit à une accumulation du cuivre dans les hépatocytes, c'est-à-dire dans les cellules du foie. La synthèse de la protéine ATP7B est contrôlée par le gène ATP7B localisé sur le chromosome 13. Donc, le chromosome 13 est un chromosome autosomal. Donc, le document 2 montre la séquence nucléotidique d'un fragment du bras non transcrit du gène ATP7B chez une personne saine et une personne atteinte par la maladie de Wilson. Et le document 3, bien sûr, présente le tableau des codes génétiques. En vous basant sur les documents 2 et 3, déterminez les séquences d'acides aminés de la protéine ATP7B correspondantes à la personne saine et à la personne atteinte. Donc, comme d'habitude, vous devez bien sûr écrire à la fois le brin d'ADN non transcrit. De là, par complémentarité, on va avoir le brin d'ADN transcrit, puis le brin d'ARN M, et de là, bien sûr, grâce au codon obtenu, on peut bien sûr déterminer la séquence des acides aminés. Donc voilà le brin d'ADN non transcrit, le brin d'ADN transcrit par complémentarité, et là le brin de l'ARN M, caractérisé par la présence de l'uracile, et chaque codon, bien sûr, grâce au tableau, on peut bien sûr donner l'acide aminé correspondant. On a ici la leucine, la glycine, l'arginine, tryptophane et la leucine. De même, ici, on a pour l'allèle anormal. À partir de ce qui précède, expliquer l'origine génétique de la maladie de Wilson. Donc, en comparant les deux allèles normal et anormal, on peut bien sûr déterminer l'origine génétique de cette maladie. Donc, si on voit ici l'ADN transcrit et l'ADN transcrit qu'on a là, on peut voir qu'il y a un changement, c'est-à-dire une substitution de nucléotide C par le nucléotide A au niveau du triplet 778 ou G par T au niveau du brin non transcrit. Et cette substitution, bien sûr, va modifier l'acide aminé obtenu. Là, on avait l'arginine, elle est remplacée ou substituée par la leucine. Donc la protéine obtenue ne sera pas la même, et bien sûr, ça sera bien sûr l'explication pour l'apparition de cette maladie Wilson. Remarquez donc, le G est remplacé par T pour le brin non transcrit, ou le C remplacé par A pour le brin transcrit, ce qui a donné une arginine dans le cas normal, qui a été remplacée par la leucine dans le cas de gène ou de la protéine anormale. Donc, l'apparition de la maladie est due à une substitution de nucléotide C par A au niveau du brin transcrit. Donc, l'explication d'origine de la maladie de Wilson, une mutation par substitution du nucléotide G par T au niveau du triplet 778 du brin non transcrit du gène codant la synthèse de l'ATP7B ou substitution de C par A au niveau du brin transcrit.
dont résulte la substitution de l'arginine par la leucine au niveau de la position toujours 778 de la séquence des acides aminés de la protéine ATP7B, ce qui rend la protéine ATP7B non fonctionnelle, incapable de fixer le cuivre, et cause ainsi l'accumulation du cuivre dans les tissus et excès de cuivre circulant, d'où apparition de la maladie de Wilson. Pour déterminer le mode de transmission de deux caractères héréditaires chez le porc, la forme du pouce et la forme du pelage, on propose l'exploitation des résultats des deux croisements suivants. Premier croisement entre deux races pures de porc, l'une à pouce retourné pollex et à pelage ébouriffé, et l'autre à pouce normal et à pelage non ébouriffé. La génération F1 est constituée d'individus à pouce retourné et à pelage ébouriffé. Deuxième croisement entre des femelles de F1 et des mâles à pouce normal et à pelage non ébouriffé. Ce croisement a donné une génération F'2 ou F2 composée de. La voilà. Donc, en vous basant sur les résultats des deux croisements, déterminez le mode de transmission des deux caractères héréditaires étudiés. Donc, pour cela, bien sûr, on doit chercher s'il y a dominance ou codominance entre les gènes, et bien sûr, s'ils sont portés par des chromosomes sexuels ou autosomales, et s'ils sont liés ou indépendants. Donc, remarquez le premier croisement. Qu'est-ce qu'on obtient? En génération F1, une génération totalement homogène, constituée de pores à pouce retourné et à pelage ébourifié. Donc, la génération, elle est homogène et bien sûr hétérozygote. Et cela, bien sûr, confirme la première loi de Mendel. Et les parents sont de race pure. En plus, on constate que les pores de la génération F1 ont des caractères parentaux, ce qui prouve qu'il y a une dominance, c'est-à-dire l'un des parents, ce qui confirme qu'il y a dominance de certains gènes, certains allèles sur d'autres. Pour le pouce retourné, elle est dominante sur le pouce normal. Et le pelage ébourifié est dominant sur le pelage non ébourifié. Donc il y a une dominance pour les deux gènes. Et bien sûr, ils ne sont pas portés par des chromosomes sexuels, mais chromosomes autosomaux. Donc le premier croisement, F1, il est homogène, la première loi de Mendel est vérifiée. Les individus de F1 ont un phénotype parental pouce retourné et pelage ébourifié, donc l'allèle responsable du pouce retourné est dominant, on le note grand P, et l'allèle responsable du pouce normal est récessif, on le note petit p. L'allèle responsable du pelage ébourifié est dominant, on le note grand R, et l'allèle responsable du pelage non ébourifié, on le note est récessif et on le note petit r. Ça, c'est pour le premier croisement. Pour le deuxième croisement, on a ici une femelle F1, hétérozygote, et un mâle à pouce normal et pelage non ébourifié, c'est-à-dire les caractères récessifs. Donc, on a ici un backcross qui a donné 4 phénotypes de proportions différentes. Or, on constate qu'on a les phénotypes à proportion ou à grande proportion sont des phénotypes parentaux, alors que ceux de faible proportion sont des phénotypes recombinés. Et puisqu'on a ici les parentaux sont supérieurs, c'est-à-dire du point de vue pourcentage, sont supérieurs aux recombinés, on peut dire que les gènes sont liés, c'est-à-dire portés par le même chromosome. Donc, deuxième croisement, il s'agit d'un backcross, et F2 est composé de 4 phénotypes avec des pourcentages différents, 63,83% phénotypes parentaux et 36,17% phénotypes recombinés, ce qui prouve que les deux gènes étudiés sont liés. Donnez l'interprétation chromosomique du deuxième croisement en établissant l'échiquier de croisement. Donc, on va réaliser l'interprétation chromosomique de ce backcross. Donc, entre un mâle double récessif, le voilà, et une femelle de F1, la voilà. La femelle, bien sûr, elle est hétérozygote, alors que le mâle double récessif, elle est pur, homozygote, va donner seulement 100% du même gamète PR, alors que la femelle va donner 4 types de gamètes de différents pourcentages. Et lorsqu'on fait le tableau, le voilà,
on va obtenir bien sûr les parentaux en orange. Ils sont en pourcentage supérieur alors que les recombinés sont en pourcentage minime. Donc, les résultats théoriques sont conformes aux résultats expérimentaux. Puis, on nous demande de déterminer le phénomène responsable de l'apparition des pores à pouce normal et appelage ébouriffé et des pores à pouce retourné et appelage non ébouriffé dans la génération F2. Expliquer ce phénomène par un schéma. Donc, le phénomène responsable de l'apparition des pores de phénotype recombiné, bien sûr, c'est le brassage intrachromosomique, puisqu'on a ici des gènes qui sont liés. Donc, on va parler de brassage intrachromosomique. Donc, la présence dans la génération F2 des pores à pouce normal et appelage ébouriffé et des pores à pouce retourné et appelage non ébouriffé est due donc au brassage intrachromosomique, qu'on appelle aussi crossing over ou enjambement chromosomique. On demande aussi de donner un schéma du crossing over avec utilisation de P, grand P et petit p pour le caractère forme de pouce et les symboles grand R, petit r pour le caractère forme de pelage. Voilà donc un exemple. On a ici les chromosomes paires, c'est-à-dire l'appareillement du chromosome, l'important grand P, grand R, l'autre petit p, petit r, c'est-à-dire chez la femelle, et grâce à cet enjambement au crossing over, il va y avoir un brassage intrachromosomique et on va obtenir des allèles ou des chromatides qui portent grand P, grand R, petit grand P, petit r, petit p, grand R, petit p, petit r. Donc ce sont ça les gamètes obtenus par cette femelle. Puis on vous demande d'établir la carte factorielle. Donc pour établir la carte factorielle, on doit bien sûr d'abord calculer le pourcentage des recombinés. Or, on nous donne déjà les valeurs pour ce calcul. Donc, sachant que la distance entre les deux gènes étudiés est D entre P et R est égale au pourcentage des recombinés, est égal au pourcentage des recombinés, et que le pourcentage des recombinés est égal à 17,55 plus 18,62 est égal à 36,17%. Donc la distance est égale à 36 centimorgans. Et la carte factorielle sera soit grand P, grand R, et la distance c'est 36 centimorgans, soit grand R, petit p. C'est-à-dire on modifie seulement le locus de ces gènes. On ne sait pas qui est le premier, S, P ou R. Donc on a ici deux cas pour cette carte factorielle. Et enfin, je vous laisse ici des exercices ou examens proposés pendant l'année 2022, session normale. Et j'espère que vous allez essayer de résoudre cet exercice pour vous tester et vous préparer au contrôle de classe et à l'examen final. De même pour la session de rattrapage de la même année 2022. À la prochaine vidéo. Je vous souhaite bon courage et à la prochaine.